Épisode 2. Les controverses autour du haut potentiel. Les associations d'enfants intellectuellement précoces et l'approche catégorielle. Il y a une quarantaine d'années, alors qu'il était acquis que la surdouance impliquait une réussite scolaire et un avenir brillant grâce à Terman, Jean-Charles Terrassier, un psychologue clinicien français, fait état de difficultés chez certains enfants issus de sa consultation. Il observe un état de souffrance et d'échec chez ces enfants malgré leur potentiel. Il fonde alors l'ANPEP, l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces, une association constituée d'un réseau de centaines de parents bénévoles ainsi que d'experts, un comité honorifique formé principalement de praticiens qui se développe pour la reconnaissance des jeunes surdoués. Cette association demande à l'Éducation nationale de se préoccuper de ces jeunes surdoués alors que celle-ci refusait jusque-là de les favoriser par des adaptations spécifiques afin de ne pas creuser d'inégalités, l'école se voulant la même pour tous. Rejointe par d'autres associations par la suite, elle réclame que l'enseignement respecte leur rythme de développement par des aménagements pédagogiques spécifiques à leurs besoins particuliers, c'est-à-dire une approche pédagogique qui ne tiendrait pas compte uniquement de l'âge réel. Et elle organise un grand congrès, le congrès de Nice de 1978. Cependant, ces idées y sont très mal reçues et elles se trouvent accusées d'élitisme par la presse. Afin de revendiquer que ces enfants possèdent des particularités dont il est primordial de tenir compte, Jean-Charles Terrassier crée alors, sur base de ses observations en consultation, de nouveaux termes qui s'appliqueraient de façon spécifique à la psychologie de ces jeunes surdoués, dont celui de dysynchronie interne et sociale, c'est-à-dire un développement hétérogène entre le domaine intellectuel et les autres sphères de développement, c'est-à-dire les domaines affectifs, psychomoteurs et social. Notons que le suffixe « dys » invoque déjà l'idée d'une pathologie. Le surdoué fait place à l'enfant intellectuellement précoce, notion plus politiquement correcte, et il faut attendre 2002 pour que l'Éducation nationale rende un rapport, le rapport de Laubier, revu en 2014, ayant pour conséquence la légitimation officielle de la cause des enfants intellectuellement précoces comme public spécifique, au même rang que les élèves handicapés. Le haut potentiel se voit donc associé à un handicap qui conduit à l'échec scolaire. Le ton est donné et la porte ouverte à toutes les dérives. Depuis lors, une guerre s'est engagée autour du concept de haut potentiel. En effet, depuis une quinzaine d'années, d'autres praticiens de terrain, tels que des psychologues, des coachs, etc., comme Jeanne Siofachin, Monique de Kermadec, Olivier Révol, ont également énoncé sur base de témoignages recueillis lors des consultations privées et dans les services hospitaliers que les personnes ayant de hautes capacités intellectuelles possèdent un ensemble de traits particuliers, c'est-à-dire des caractéristiques qualitatives spécifiques, un fonctionnement psychologique global différent qui serait sous-tendu par des caractéristiques cérébrales qualitativement différentes ou encore un cerveau qui fonctionnent de manière distincte. Ils en ont fait une théorie catégorisant la population en deux groupes distincts, HP versus non-HP. Profil neuroatypique, c'est-à-dire neurologiquement singulier comme l'autisme ou le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, versus normopensant comme écrit Christelle Petit-Colin. D'où le nom de cette approche, l'approche catégorielle. Partant de l'hypothèse avancée précédemment par certains psychiatres tels que Lombroso fin du XIXe siècle, associant le génie à la folie, ces praticiens concluent que les hautes capacités intellectuelles de leurs patients les rendent victimes d'un avantage dangereux qui leur cause à tous une multitude de troubles. Des troubles cognitifs tels que le fameux raisonnement ou pensée en arborescence,
des troubles 10, dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, etc. Des troubles attentionnels, une hyperactivité, des troubles émotionnels tels que l'anxiété, la dépression, mais également l'hypersensibilité, qui signifie des émotions plus intenses, envahissantes, difficiles à gérer, ainsi qu'une hyperperception sensorielle, donc des sens plus développés, mais également des difficultés relationnelles et une inadaptation sociale, qui inclut finalement des troubles tels que la phobie sociale ou même des troubles autistiques. Ces troubles conduisent à l'échec scolaire ou professionnel s'ils ne sont pas traités par ces experts. Sur base de ces idées reçues véhiculées largement par les médias, le haut potentiel devient une pathologie, avec des critères diagnostiques tels que ceux définis pour un trouble mental qui suffisent à identifier de hautes capacités intellectuelles chez tout individu. En effet, ces praticiens établissent des questionnaires ou des checklists pour identifier leur patientèle. Ils l'appellent l'évaluation qualitative. En fait, il y a un amalgame qui est fait entre le haut et le bas de la courbe. En effet, un handicap intellectuel dû à un retard mental, donc un QI inférieur à 70, peut effectivement avoir un impact sur les autres domaines du développement du fait d'un déficit des fonctions adaptatives. Le manque d'accès à l'abstraction, dû au QI très faible, touche alors la communication, le raisonnement, ainsi que d'autres fonctions cognitives telles que la planification, le jugement. Cela peut forcément affecter la sphère émotionnelle et sociale. Mais est-ce également le cas concernant le haut QI ? Le haut potentiel devient pourtant, pour ces praticiens, une maladie mentale, un trouble psychopathologique. Or, il existe un biais de recrutement évident, un problème d'échantillonnage provenant de la vision du monde de ces praticiens qui ont pu percevoir une souffrance chez les personnes ayant de hautes capacités intellectuelles de par leurs plaintes relatées en consultation. En effet, ils ont inféré sur base des personnes à haut QI qu'ils ont reçues que tous les hauts potentiels avaient des troubles et même par leur évaluation qualitative qu'il suffit d'avoir des troubles pour être haut potentiel. On ne peut cependant pas généraliser ce qu'on voit dans un cabinet de consultation à toute une population. D'autre part, il faut s'imaginer que quand on reçoit une population tout venant en consultation, donc pas spécifiquement des HP, on entend exactement les mêmes plaintes. Ces fameux critères qualitatifs spécifiques correspondent en fait à toutes les plaintes que les gens énoncent en consultation alors qu'ils viennent pour un problème. En effet, ils mentionnent des difficultés relationnelles, se plaignent d'une sensation de décalage par rapport aux autres, d'un ressenti de différence et encore d'un émotionnel débordant, quel que soit le QI. De plus, ces difficultés entraînent nécessairement des difficultés cognitives puisque l'émotion et la cognition sont étroitement liées. L'émotion, lorsqu'elle est vécue trop intensément, parasite l'accès à la cognition. Par exemple, quand on est déprimé, on est ralenti. Quand on est inquiet, on éprouve des difficultés à rester concentré du fait de pensées intrusives. Quand on est stressé, on effectue des comportements impulsifs. Quand on panique, on n'arrive plus à raisonner, à planifier, on a des trous de mémoire, des manques d'humour. Ou encore, quand on souffre de pathologies mentales plus importantes, on est désorienté et on a un discours décousu, c'est-à-dire que les pensées sont tellement déstructurées qu'elles n'arrivent plus à être séquentialisées. Par conséquent, il s'avère en fait que tout le monde peut se retrouver dans ces critères à un moment donné de sa vie. Il y a un effet de validation subjective. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Mais alors, que dit le point de vue scientifique de tout cela ?